Dans une ville frontalière que presque personne ne connaissait hier, 2 chiffres suffisent aujourd'hui à tout faire basculer. À Galguli, un poste solaire et biométrique qui ressemble à un simple projet d'aide s'est mué en laboratoire discret de souveraineté pour le Burkina Faso. Ce petit bâtiment de béton et de panneaux solaires, placé au croisement des routes de contrebande, raconte déjà plus sur Ibrahim Traoré que bien des longs discours officiels. Alors, qu'est-ce que cette frontière réinventée dit vraiment de l'avenir d'Ibrahim Traoré Burkina Faso et de votre place dans cette histoire? Galguli n'est pas seulement une infrastructure rénovée. C'est la première preuve, palpable et mesurable, qu'un État longtemps bousculé peut reprendre pied à partir de ses marges. La promesse est simple et décisive. Montrer comment une frontière modernisée peut produire sécurité, dignité et cohésion sans militarisation aveugle. Ce qui se joue ici dépasse largement une borne administrative entre le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un test national dont les résultats influenceront la stabilité du Sahel tout entier. Si le modèle fonctionne, il pourrait transformer des zones abandonnées en corridors protégés, réactiver des marchés transfrontaliers et offrir aux habitants l'accès à l'eau, à l'électricité et à un État visible. S'il échoue, il deviendra la preuve que les frontières du Sahel demeurent trop poreuses pour soutenir une reconstruction durable. Et voici le micro-hook. La véritable bataille n'est peut-être pas militaire, mais psychologique. Celle de convaincre qu'un seul poste peut vraiment changer une trajectoire nationale. La révélation apparaît dès les premiers pas. En un seul mois, plus de 74 000 mouvements frontaliers ont été enregistrés. Un chiffre qui renverse toute idée, selon laquelle Galguli ne serait qu'un avant-poste symbolique. Deuxième révélation, près de 2 millions de Burkinabés déplacés rendent chaque kilomètre sécurisé plus stratégique qu'aucune déclaration diplomatique. C'est dans cette tension entre urgence humaine et prudence géopolitique qu'Ibrahim Traoré a choisi Galguli comme matrice d'un nouvel équilibre. Le site n'était autrefois qu'une cabane sur une piste de terre, traversée par des marchands d'ignames, des motos poussiéreuses et des voyageurs en silence. Les migrants longeaient les champs aurifères, les passeurs variaient leur route, et parfois des groupes armés disparaissaient derrière les arbres, sans que l'État ne puisse voir, anticiper ou réagir. La frontière existait, mais elle ne servait à personne. La transformation commence lorsque les équipes soutenues par l'Organisation internationale pour les migrations installent panneaux solaires, scanners biométriques et terminaux connectés en temps réel. Le dispositif semble technique, presque froid, mais l'effet psychologique est immense. Pour la première fois depuis des décennies, les habitants s'arrêtent devant un bâtiment gouverné par leur propre administration et sentent qu'il leur appartient réellement. Les frontières du Burkina Faso, si poreuses qu'elles étaient devenues, retrouvent un contour, une prise, une résistance. Cette reconstruction matérielle s'accompagne d'un message politique beaucoup plus profond, un État qui revient par la brique, avant de revenir par la force. Aux yeux d'Ibrahim Traoré, sécuriser ces zones, c'est empêcher que chaque passage non contrôlé ne devienne une faille dans le corps national. Aux yeux des villages voisins, c'est l'eau potable, l'éclairage et un sentiment de présence après des années d'abandon. Ainsi se referme la première boucle de curiosité ouverte au début. Le poste n'est pas une simple nouveauté administrative. Il est le premier domino d'une stratégie qui cherche à reprendre les bords avant que le centre ne s'effondre. Dans les premières semaines, les habitants se sont devenus les véritables guides pour comprendre ce que Galguli représentait réellement. Parmi eux, des chauffeurs de mototaxi, des commerçantes et des jeunes guetteurs, autrefois méfiants, ont observé avec précision comment le poste changeait le rythme quotidien. Les soldats et techniciens formés localement ont raconté comment la présence d'un système biométrique réduisait enfin l'incertitude. On savait qui entrait, qui sortait, et pourquoi la zone n'était plus un point aveugle. Un premier cas l'a montré clairement. Un agriculteur de la zone sud, habitué à traverser la frontière pour vendre son maïs, martelait qu'avant l'ouverture du poste,
Chaque voyage était une loterie, où la peur l'accompagnait plus que sa marchandise. Depuis l'installation solaire, dit-il, les contrôles prennent quelques minutes. Les échanges sont compréhensibles et les patrouilles ne surgissent plus au hasard. La routine est devenue prévisible, ce qui dans le Sahel représente déjà une forme de paix. Un second exemple vient d'une vendeuse de galettes installée à proximité du bâtiment. Elle affirmait que les premiers jours, elle pensait que la présence de machines et de militaires ferait fuir les clients. Au contraire, explique-t-elle, la sécurité retrouvée a ramené des femmes du Ghana voisin, puis des commerçants ivoiriens, créant un petit marché qui n'existait plus depuis 10 ans. La frontière n'a pas fermé la vie sociale, elle l'a structurée. Ce changement précoce illustre ce que cherchait Ibrahim Traoré, une sécurité qui n'écrase pas, mais qui soutient. Avant l'ouverture officielle, Galguli n'était qu'un point flou sur une carte. Après l'inauguration, chaque journée a commencé à produire. Un enchaînement net, Kichrouat, Kaotrao, Duchamp, un cycle court mais décisif qui révélait la mécanique d'une frontière reprise en main. Le Quécois survient au lever du soleil. Les premiers camions se présentent en Bosnie. Les systèmes biométriques se réveillent. L'équipe technique vérifie la connexion satellite et les habitants observent depuis les étals improvisés. Des patrouilles la bête, motorisées, coordonnées par radio et données en temps réel. Les mouvements qui sont mesurés, bref, précis. Le poste n'est plus une cabane, c'est un instrument opérationnel. La présence de l'État devient visible dès la première heure. Puis arrive le chaos trao, moment où les flux s'accélèrent. Les fils se forment, les chauffeurs discutent, les contrôles s'enchaînent. Les commerçants ghanéens franchissent la ligne, suivis de transporteurs ivoiriens, de travailleurs journaliers, puis de familles migrantes. Les agents enregistrent empreintes et documents sans friction. La rapidité frappe les voyageurs. Quelques minutes, pas des heures. À l'intérieur, un technicien explique que la montée de la cadence ne crée plus le chaos d'autrefois, car chaque donnée remplace 10 questions inutiles. Le site tient la charge. Le bruit n'est pas un désordre, c'est un rythme. Mais dans ce même intervalle, les premiers signaux de tension émergent. Des passeurs habitués aux routes secrètes murmurent que l'air a changé. Les groupes armés au nord testent discrètement les réactions. Un drone observé, une silhouette repérée, un déplacement nocturne anormal. Les analystes du ministère reconnaissent que ces gestes isolés annoncent souvent un tournant. À Galguli, ils deviennent des alertes discrètes inscrites dans les registres journaliers. La frontière n'est plus aveugle, elle détecte. Ensuite vient la Duchamp, phase où les conséquences immédiates se manifestent. Les commerçants reviennent plus nombreux, renforçant les étals proches du poste. Les femmes des villages voisins osent traverser à nouveau, persuadées que les voies sont plus sûres. Même les rumeurs changent de nature. Au lieu de prédire des attaques futures, elles décrivent un lieu où. L'État regarde enfin. Cette bascule du ressenti constitue une victoire politique plus forte qu'un discours. Ibrahim Traoré sait que la perception précède la stabilité. Un incident mineur testera néanmoins cette progression. Un soir, un camion refuse de s'arrêter, déclenchant une courte poursuite. La patrouille intercepte le véhicule, découvre des marchandises non déclarées et identifie 2 hommes cherchant à contourner les registres numériques. L'opération se termine sans violence. Le lendemain, les radios locales rapportent non pas un affrontement, mais la rapidité de l'intervention. L'effet est notable. La communauté commence à considérer le poste comme protecteur, pas intrusif. L'événement suivant marque une étape encore plus claire. Une délégation d'ingénieurs revient installer un second groupe solaire, renforçant l'autonomie énergétique. Ce simple ajout crée un changement de ton. Les habitants affirment que le projet reste vivant. Là où tant d'infrastructures au Sahel tombent après 6 mois, Galguli se consolide. Chaque amélioration devient une preuve qu'il ne s'agit pas d'un geste isolé, mais d'une stratégie continue. Ainsi se referme la séquence du jour. Activation, intensité, retombée.
Une frontière qui respire selon un cycle maîtrisé devient une frontière qui dure. La transformation de Galguli se lit d'abord dans un rapport simple. Baseline, delta. Au départ, la zone fonctionnait sans électricité, sans radio, sans base de données. Aujourd'hui, chaque passage est tracé, stocké et vérifié en temps réel, modifiant entièrement la dynamique frontalière. La différence paraît technique, mais son impact est politique, économique et social à la fois. Premier chiffre, plus de 74 000 mouvements frontaliers enregistrés en juillet 2023. Un record qui a surpris les observateurs régionaux. Cette donnée montre que la frontière, autrefois un point mort, est devenue un capteur massif du mouvement humain. Deuxième chiffre, près de 2 millions de Burkinabés déplacés internes, conséquence directe de l'instabilité du Nord et de l'Est. Ce total rappelle que chaque kilomètre sécurisé influence les trajectoires familiales et les circuits économiques. Troisième chiffre, plus de 37 000 réfugiés entrés dans le pays ces dernières années, fuyant violence et effondrement communautaire. Cette valeur souligne que la frontière n'est pas seulement un lieu de contrôle, mais un espace d'accueil encadré. À partir de ces trois mesures, le modèle de Galguli se comprend comme un système qui convertit la vulnérabilité en organisation. L'arrivée de terminaux biométriques élimine les doublons d'identité, réduit les fraudes administratives et accélère les flux réguliers. L'usage de données en temps réel permet aux patrouilles de se déplacer de manière ciblée plutôt que de surveiller au hasard. Le poste n'analyse pas les personnes, il analyse les tendances, ce qui modifie complètement la réponse sécuritaire. Les habitants décrivent ce changement de manière plus concrète. Un conducteur de camion explique que la file d'attente ne dure plus des heures parce que chaque scan prend moins de 30 secondes. Une commerçante ivoirienne raconte qu'elle traverse désormais avec ses documents numériques enregistrés, ce qui réduit les erreurs qui provoquaient souvent des tensions. Un jeune garde-frontière ajoute que les communications radio, autrefois hachées, sont aujourd'hui stables grâce à l'alimentation solaire continue. La technique devient un langage commun. Cette nouvelle architecture repose sur un principe. Un poste frontalier n'est efficace que s'il est intégré dans un réseau. Chaque donnée envoyée depuis Galguli rejoint un maillage plus large, permettant d'établir des cartes de flux, de repérer des anomalies et de détecter les routes suspectes. Cette capacité analytique crée un avantage stratégique dans un Sahel où le territoire est vaste, les chemins multiples et les menaces mouvantes. Le choix d'Ibrahim Traoré de privilégier l'infrastructure fonctionnelle plutôt que l'augmentation brute des effectifs s'explique ainsi. Un garde mieux équipé vaut parfois plus que 3 hommes mal coordonnés. Le poste devient un multiplicateur de force plutôt qu'un simple point de contrôle. Cette logique inspire déjà d'autres localités qui souhaitent reproduire le modèle. Ce basculement vers la donnée change aussi la psychologie collective. Les voyageurs voient un système qui fonctionne, les habitants perçoivent une présence fiable, et les partenaires internationaux constatent une approche qui s'aligne sur les normes modernes tout en restant ancrée localement. Le résultat n'est pas une frontière fermée, mais une frontière lisible. Dans ce type de région, rendre les choses lisibles, c'est déjà rétablir une forme de paix. 2 thèses s'opposent donc depuis l'ouverture du poste de Galguli. La première affirme que la modernisation frontalière constitue une avancée décisive. Le site apporte eau propre, énergie solaire, emplois locaux et un contrôle clair des passages, créant un climat que les habitants disent plus sûr que tout ce qu'ils avaient connu depuis 10 ans. Les soutiens soulignent que les marchés se sont reformés autour du poste, que les commerçants ghanéens et ivoiriens reviennent, et que la file de voyageurs avance désormais en minutes, non en heures. Dans cette lecture, la frontière devient une plateforme de service, pas une barrière. La seconde thèse avance l'inverse. Pour ces critiques, un poste biométrique équipé de scanners et de terminaux numériques peut facilement dériver vers la surveillance excessive. Certains observateurs internationaux craignent que les données soient mal protégées ou utilisées au-delà des contrôles frontaliers. D'autres rappellent que l'augmentation de la sécurité pourrait, si elle n'est pas accompagnée d'un soutien social constant,
accentuer la méfiance dans les zones rurales déjà fragilisées. Les opposants redoutent qu'un unique succès visible masque les tensions profondes, inflation, déplacements massifs et vulnérabilité persistante au nord. Cependant, une réponse solide émerge des faits rapportés sur le terrain. Les systèmes mis en place sont certifiés par l'Organisation internationale pour les migrations et chaque agent a reçu une formation spécifique à la protection des données. Les critiques sur la militarisation ne trouvent-elles pas d'écho local? Dans les villages voisins, les habitants évoquent surtout l'électricité nouvelle, la réduction des extorsions informelles et l'accès facilité à l'eau. Les marchés rouvrent, les écoles proches reprennent leurs activités et les patrouilles sont coordonnées plutôt qu'improvisées. Le gain tangible dépasse les craintes théoriques. Ainsi, le Stillman s'impose. Les arguments des deux camps présentent une utilité analytique, mais les faits observables indiquent une frontière qui fonctionne, qui apaise et qui relie. L'équilibre reste fragile, mais les preuves disponibles suggèrent que le modèle produit plus d'ordre que de risque. Un symbole bascule tout. Quand les premières rumeurs ont circulé depuis le nord, les analystes craignaient que Galguli devienne la prochaine cible des factions armées. Les messages interceptés parlaient d'un avant-poste trop visible, trop moderne, trop indépendant, pour rester ignoré longtemps. Cette zone autrefois invisible devenait soudain un point névralgique. Qui le contrôlerait imposerait le rythme dans tout le sud-ouest. Puis survient la bascule inattendue. Au lieu d'une escalade, le flux commercial se stabilise. Les marchés reviennent. Les femmes des villages voisins s'installent près du poste. Les patrouilles ghanéennes coordonnent leur présence avec les équipes burkinabées. Le calme n'est pas un hasard. C'est un effet structurel d'une frontière qui redistribue les rapports de force. Cette accalmie transforme le poste en preuve vivante que la sécurité peut revenir sans fracas. Ibrahim Traoré comprend cette fenêtre étroite. Un symbole qui tient modifie le discours national. Un symbole qui tombe l'affaiblit. La révélation du midpoint est là. Galguli n'est plus seulement un site, c'est un message qui circule plus vite que les camions qu'il contrôle. Les effets de Galguli se manifestent d'abord chez les habitants locaux. La réouverture des marchés transfrontaliers crée une dynamique économique que la région n'avait plus connue depuis longtemps. Les agriculteurs vendent à nouveau aux commerçants ghanéens, les femmes des villages déplacés reviennent installer leurs étals, et les jeunes trouvent des emplois stables comme gardes, opérateurs de données ou techniciens solaires. Ce retour de l'activité réduit la tentation d'émigration et renforce la confiance envers l'État, une confiance devenue rare après des années d'abandon. Les familles disent qu'elles dorment mieux, simplement parce que le poste fonctionne et éclaire la nuit. Les entreprises et circuits commerciaux ressentent une autre forme d'impact. Les transporteurs constatent une réduction nette des temps d'attente grâce au contrôle biométrique. Les sociétés de logistique peuvent planifier les trajets avec plus de précision, ce qui abaisse les coûts cachés liés à l'incertitude. Le passage de marchandises vivrières et de biens essentiels devient plus fluide, permettant aux petits importateurs de mieux calculer leurs marges. Ce changement technique réactive les corridors économiques entre le Ghana, la Côte d'Ivoire et le sud du Burkina Faso. Pour des régions frontalières, la prévisibilité devient une richesse à part entière. Les nouveaux déplacés, migrants et familles vulnérables perçoivent la transformation sur un autre plan. Là où la frontière inspirait crainte et confusion, elle offre désormais un espace plus lisible où l'on sait à qui parler, où l'on obtient de l'aide, où l'accès à l'eau n'est plus conditionné par le hasard. Les contrôles rapides réduisent l'humiliation de l'attente interminable sous le soleil. Les ONG rapportent que les risques d'exploitation diminuent lorsque les voyageurs passent par un poste ordonné plutôt qu'un chemin clandestin. La frontière devient un lieu où la mobilité est encadrée plutôt qu'étouffée. Les voisins régionaux et acteurs internationaux voient, eux, une conséquence géopolitique plus large. Au Ghana, les responsables saluent une barrière plus efficace contre les armes et les stupéfiants. En Côte d'Ivoire, les autorités observent une stabilisation qui sécurise leurs propres routes commerciales. Dans la région sahélienne, les gouvernements militaires du Mali et du Niger citent Galguli comme démonstration que les États africains peuvent moderniser leurs frontières sans supervision occidentale.
Et dans les capitales occidentales, les analystes examinent la trajectoire d'un modèle qui pourrait redéfinir l'autonomie sécuritaire africaine. Le message porté par le poste circule plus loin que ces données. Dans ces 4 dimensions, une conclusion se détache. Le poste génère de la stabilité à partir de la fonctionnalité, un principe au cœur de la stratégie d'Ibrahim Traoré. Les résultats ne sont pas seulement visibles, ils se répercutent en cercles concentriques, transformant une zone oubliée en levier régional. La trajectoire de Galguli au cours des prochains mois dépendra de la façon dont le poste consolidera ses 3 piliers: sécurité locale, services sociaux et coopération régionale. Ces éléments permettent d'esquisser 3 scénarios distincts pour les 6-12 mois à venir, chacun révélant une facette du modèle frontalier naissant, dans une approche de base. Dans cette projection, le poste poursuit sa montée en puissance graduelle. Les flux de voyageurs se stabilisent, les marchés locaux restent actifs, et les patrouilles des conjointes avec le Ghana améliorent la vigilance sur les routes secondaires. Les systèmes biométriques continuent de fonctionner sans interruption majeure, tandis que les installations solaires reçoivent un entretien régulier. Les habitants consolident leur confiance dans l'État parce que les services, eau, éclairage, contrôle ordonné, demeurent constants. Cette continuité n'est pas spectaculaire, mais elle solidifie le modèle, un avant-poste après l'autre, exactement dans la direction recherchée par Ibrahim Traoré. Dans une perspective optimiste, dans cette évolution, le poste devient un catalyseur régional. Les 2 nouvelles stations prévues pour la zone sud-ouest sont complétées plus tôt que prévu, créant un corridor cohérent où les données sont synchronisées. L'activité économique transfrontalière augmente nettement, attirant des petites entreprises qui installent ateliers, entrepôts ou stands permanents autour du poste. Les villages environnants rouvrent écoles et dispensaires grâce au regain de sécurité. Les partenaires internationaux financent des extensions techniques sans chercher à imposer une supervision politique, signe d'une confiance accrue. Les communautés voisines deviennent alliées actives de la protection du site, réduisant les risques d'infiltration armée. Dans une perspective plus critique, ce parcours repose sur une bascule extérieure. Une montée de la pression djihadiste au nord détourne l'attention sécuritaire et crée une surcharge logistique. Certains groupes pourraient cibler Galguli précisément pour son importance symbolique. Une attaque, même limitée, fragiliserait la perception de stabilité locale. Les services resteraient fonctionnels, mais l'effet psychologique serait lourd. Les marchés ralentiraient, les voyageurs emprunteraient des routes détournées et les voisins régionaux s'inquiéteraient de la viabilité du modèle. Sans soutien communautaire solide, la résilience du poste diminuerait. De ces 3 trajectoires émerge une recommandation de méthode. Pensez la frontière comme un écosystème conditionnel. Si les services restent constants, alors la stabilité augmente. Si la confiance locale faiblit, alors le risque réapparaît. Les transformations visibles à Galguli parlent aussi à ceux qui observent depuis d'autres régions. Elles montrent comment un changement local peut modifier la manière de percevoir l'État, la sécurité et l'avenir. Pour les habitants du sud du Burkina Faso, l'apparition d'un poste fonctionnel prouve que les zones périphériques ne sont pas condamnées à l'oubli. Beaucoup disent que l'eau, la lumière et l'ordre quotidien valent parfois plus qu'un long discours sur la stabilité. Les familles remarquent surtout que leurs déplacements sont moins risqués, que les marchés reprennent et que l'on distingue enfin une continuité entre journée et soirée grâce aux panneaux solaires qui éclairent les alentours. Pour les communautés frontalières du Ghana et de la Côte d'Ivoire, l'impact se mesure autrement. Les échanges deviennent plus fluides, moins soumis aux jeux imprévus, et les commerçants peuvent prévoir leur trajet sans craindre les coupures administratives. Cette nouvelle prévisibilité fait naître une forme de confiance transfrontalière, une impression que la zone cesse d'être un couloir d'incertitude pour redevenir un espace de circulation. Pour les jeunes, l'effet psychologique est encore plus fort. L'ouverture de postes modernisés signifie des métiers nouveaux,
opérateurs de données, techniciens solaires, agents de liaison. Les trajectoires professionnelles, autrefois limitées, s'élargissent. Certains évoquent même la fierté de travailler pour quelque chose qui sert tout le monde, un sentiment rare dans des régions longtemps laissées sans perspective. Ce miroir tendu vers le public a une fonction, rappeler que les frontières ne sont pas seulement des lignes, mais des lieux où l'on voit si un pays avance ou recule. Deux suggestions émergent pour ceux qui suivent cette histoire. Observez comment un service cohérent modifie les comportements et remarquez comment une communauté change lorsque l'État se montre sans imposer. La stabilisation durable de Galguli et des postes qui suivront dépend d'une méthode claire, structurée et mesurable. Un modèle qui se veut reproductible nécessite non seulement des équipements fiables, mais aussi une logique d'action où chaque étape renforce la précédente. Voici une feuille de route pratique, calquée sur les signaux déjà observés sur le terrain. Première étape. Consolider la présence locale par les services essentiels. Le maintien de l'eau potable, de l'électricité solaire et du fonctionnement continu du registre biométrique doit rester la priorité quotidienne. Ces services créent l'adhésion communautaire qui protège le site mieux que toute muraille. Chaque interruption prolongée fragilise la confiance. Deuxième étape. Étendre la coordination régionale. Les patrouilles conjointes avec le Ghana ont déjà prouvé leur utilité. Leur extension programmée vers d'autres segments frontaliers renforcerait la cohérence du corridor. La circulation d'informations entre postes doit être normalisée, non improvisée, afin de repérer plus tôt les anomalies. Troisième étape. Professionnaliser et retenir le personnel local. Les gardes, techniciens et opérateurs de données doivent recevoir une formation périodique documentée. Les compétences techniques ne suffisent pas. La gestion des interactions avec voyageurs, commerçants et migrants exige une approche humaine autant que réglementaire. Un poste qui traite correctement les habitants gagne en sécurité passive. Quatrième étape. Protéger le système de données. La biométrie exige transparence et audit régulier. Les nouvelles directives nationales fournissent un cadre, mais leur application doit être mesurée et rendue publique. La confiance internationale dépend de la stabilité de ces règles, particulièrement depuis que le modèle intéresse plusieurs pays voisins. Cinquième étape, reproduire le modèle par phase. Ibrahim Traoré privilégie une montée en échelle progressive, un site consolidé avant de nouveau, puis davantage. Cette séquence empêche la dispersion des ressources et garantit que chaque poste devienne un point d'ancrage solide, non une coquille vite abandonnée. Ainsi se dessine une démarche où infrastructures, données et communautés avancent ensemble, sans saut risqué ni promesses creuses. Une frontière stable née d'un système qui prouve sa fiabilité jour après jour. Lorsque l'on revient à Galguli, on retrouve les mêmes visages que dans les premières semaines. L'agriculteur rassuré par la disparition des routes hasardeuses. La vendeuse de galettes qui avait craint de perdre ses clients, puis compris que la sécurité ramenait la vie. Leur présence forme le fil rouge du modèle. Rien ne tient si les habitants ne s'y reconnaissent pas. Ce sont ces gestes simples. Un marché qui rouvre, une file qui avance, une pompe qui tourne, qui donne au poste sa force symbolique. L'État existe lorsqu'il est vécu, non lorsqu'il est seulement proclamé. Le calme persistant autour du bâtiment rappelle que la confiance n'est jamais acquise, mais qu'elle peut renaître à partir d'un acte concret répété chaque jour. Dans ce tableau, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un protagoniste central que comme l'auteur d'une direction nouvelle, celle où la souveraineté se construit par la fonctionnalité. Le modèle n'a rien d'héroïque, il est patient, quotidien, enraciné dans les pratiques des communautés qui l'habitent. C'est ce réalisme qui lui donne son poids. L'histoire de Galguli n'est pas seulement celle d'un poste frontalier, c'est celle d'un lieu où les habitants redécouvrent qu'un État peut se rendre visible sans imposer sa présence. Les marchés qui reprennent, les trajets apaisés et la simple lumière solaire qui éclaire la nuit composent un langage social que chacun peut comprendre.
Le poste devient alors plus qu'une infrastructure. Il devient un repère, une preuve que la stabilité peut naître d'actions concrètes et régulières. Les récits, qui remontent de cette ville frontalière, montrent qu'une communauté change lorsque les détails du quotidien changent avec elle. Ce ne sont pas les grandes annonces qui transforment une région, mais la cohérence de ce qui fonctionne. Une file qui avance, une donnée enregistrée, un accueil clair, une pompe qui ne s'arrête pas. La frontière cesse d'être l'endroit où l'on craint et redevient l'endroit où l'on commence.